Bien, bonjour à tous. On a du mal à voir quand on est là, trop de lumière. On va essayer de vous parler du panorama de la cybersécurité. Ça veut dire, on va vous dire plus ou moins en quoi consiste la recette, mais les plats, il va falloir que vous les regardiez à lire. Vous imaginez que ce n'est pas dans un talk de 15 minutes qu'on peut vous présenter un panorama qui a pris 3 heures et demie de présentation, voire 4 heures, et ça n'a pris que ça parce que c'est très difficile de retenir des gens pour une journée. Donc la première chose que je vais vous dire, c'est que les 3 heures et demie sont des résultats d'un charcoutage énorme de la totalité d'informations qu'on avait pour pouvoir faire entrer dans cette âme, et du coup, nécessairement, c'est les choses les plus importantes ou les plus éducatives, je dirais, qu'on a fait rentrer dans ces panoramas. Je vais juste parler de l'aventure humaine qui représente les panoramas de la cybersécurité. Jean-Marc reviendra sur les contenus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'aventure humaine? Je peux dire simplement qu'on a commencé avec un petit groupe qui se réunissait vers les mois de septembre-octobre, en prenant bien tranquillement ses vacances, réunissait les choses les plus intéressantes qu'on a vues, les discutait, les mettait en forme et faisait les premières présentations. Le groupe était dès le début assez représentatif. Il est beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Il y a non seulement les experts d'Occlusif, mais il y a des gens qui ne sont pas nécessairement pour des raisons institutionnelles, entre autres, membres d'Occlusif, mais qui font partie du comité d'experts qui élabore ce que nous, en diminutif, on appelle les panocrimes. Et donc c'était, en janvier, on pouvait présenter ce qu'on avait travaillé en septembre-octobre, avait mis en forme en novembre, on avait bien passé Noël, et puis janvier, on présentait. Aujourd'hui, je crois qu'on doit avoir battu tous les records. Les messages de François Paget, qui est le responsable du groupe de travail Occlusif, la réouverture de Panorama 2016 a été faite, je crois, quelque chose comme 3 jours après la présentation de Panorama 2015. Ce n'est pas notre faute, ce n'est pas nous qui voulons faire des heures supplémentaires, c'est nos criminels qui essayent de nous inonder avec les informations. Les bonnes et les mauvaises, et c'est ça aussi le gros travail de la cybercriminalité. Dans toutes les nouvelles qu'on trouve, parce qu'on analyse les journaux, on voit ce qui se passe chez nous, mais on analyse beaucoup les journaux, en France, à l'étranger, il y a de vraies informations, il y a beaucoup de publicité, peut-être plus que de vraies informations, donc il faut les chercher. Une fois qu'on a cherché, il faut les mettre en perspective. Ça veut dire, et on les présente à chaque fois, quand vous regarderez les vidéos, vous les verrez, en général, ce qu'on présente en panorama 2015 n'est pas nécessairement important en 2015. Il commence à l'être en 2016, en 2017, 2018. Donc pour nous, si vous voulez, les panoramas, il y a l'essence de l'anticipation, pas parce qu'on essaye d'inventer ce qui va se passer, mais parce qu'on y met aussi les faits qui sont pour l'instant minoritaires, mais dont on a, à partir de l'expertise des différents membres des comités, l'idée qu'ils deviendront de plus en plus importants. Je vais laisser la parole à Jean-Marc, juste en vous disant que d'un autre côté, on a un autre truc très important produit par l'Occlusif, qui est les menaces informatiques et pratiques de sécurité, qui est une enquête, c'est probablement le produit le plus cher d'Occlusif. C'est une enquête faite par un cabinet indépendant. On n'intervient qu'à la création des questionnaires, et le questionnaire est encore fait par des experts d'Occlusif ou pas. On laisse travailler les cabinets, on n'intervient pas dans les recueils. Ils nous présentent l'ensemble des réponses qu'on n'a pas droit de toucher, et derrière, on va analyser
l'ensemble des réponses qui sont faites par des RSSI et des SI à partir de ce qui est vraiment arrivé chez eux, et on va, à partir de comités scientifiques, les mettre en perspective. Donc, si vous voulez, on s'attaque par ce qu'on va venir et ce qu'on a déjà, et plus on regarde nos menaces informatiques et nos panoramas, on voit que des choses de panorama 2000X se retrouvent dans les MIPS de 2000X plus 5, dans les pires des cas presque. Donc vous voyez, c'est ce travail que nous voulons valoriser. On a une seule façon de valoriser, c'est d'avoir plus de membres. Merci. Merci Lazaro. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter effectivement la synthèse de la synthèse, comme l'évoquait Lazaro ici. C'est un travail collégial qui a été fait sous la direction de François Paget, que je remercie au nom de toute l'association et du conseil d'administration en particulier. Merci beaucoup François de ton investissement. Donc c'est une présentation de ce qu'on appelait au début de ce panorama, il y a maintenant quelques années de ça, une espèce de synthèse de la sinistralité de l'entreprise. Au-delà, on s'aperçoit que, comme l'évoquait Lazaro, de se projeter en dehors de l'entreprise, cette sinistralité interne contre laquelle on lutte à travers le travail fastidieux et complexe de nos RSSI, ce travail doit être complété aussi par une vision dans cette logique d'anticipation de ce qui se produit à l'extérieur de l'entreprise. Donc ce n'est pas de surfer sur des termes très novateurs, hein, un néologisme qui est celui de la cybersécurité, au-delà du terme qu'il représente, c'est bien de lui donner une forme de lettre de noblesse en évoquant ce qui représente non plus la cybersécurité, mais l'autre pan de la cybersécurité qui est la cyberinsécurité que nous on appelle la cybercriminalité. Donc en 2015, nous avons noté des tendances que je vais évoquer ici et que vous pourrez retrouver bien sûr sur le site du CLUSIF. La vidéo est d'ores et déjà disponible avec l'ensemble des interventions qui ont été faites il y a 10 jours pendant ces 3 heures. La première chose qui a attiré notre attention et sur laquelle on veut impérativement communiquer aujourd'hui avec vous et échanger, c'est sur l'évolution de la menace et l'évolution de la méthodologie de la menace à travers ce qu'on a appelé ici des attaques dites astucieuses. Comment le cybercriminel, aujourd'hui, fort de ses compétences, de ses connaissances techniques, technologiques, de cette maîtrise de ces nouveaux environnements, comment va-t-il pouvoir réaliser et achever un certain nombre d'attaques en détournant l'usage de l'outil? On évoquera un tout petit peu plus tard la notion d'objets connectés, puisqu'on a une grande tendance autour de cette criminalité associée à l'objet connecté. On a même eu un débat au sein du CLUSIF en évoquant l'évolution des méthodes de social engineering, où on se disait finalement, social engineering, on a à peu près fait le tour, on a à peu près tout dit sur le social engineering, et il ne se passera plus rien. Si, le social engineering va encore évoluer. Le social engineering va évoluer peut-être, si on a la prospective, on peut se permettre d'en parler, peut-être vers l'attaque de l'objet qui est aujourd'hui une espèce d'escroissance de notre personne, qui prend de l'information médicale, qui organise une partie de notre vie. Et peut-être qu'à travers cet objet-là, on arrivera encore à faire évoluer les technologies et les méthodes de social engineering. C'est quelque chose dont on est non pas persuadé, mais dont on sent une certaine tendance arriver aujourd'hui. Donc je ne vais pas évoquer l'ensemble de ces attaques astucieuses. On pensait que la YesCard, vous savez, cette carte qui permettait de faire des opérations sur des équipements bancaires basés sur la piste et uniquement sur la piste, que c'était révolu, qu'on était passé dans un monde merveilleux de la carte à puce et que la carte à puce était quasiment inviolable. On l'a vu, des démonstrations ont été faites en 2014, 2015 sur l'idée qu'on puisse modifier la carte à puce par elle-même, une carte clone qui va répondre à la base de votre carte bancaire, et puis même sur des transactions physiques, carte présente dans un lecteur, qu'on puisse arriver à détourner le fonctionnement basé sur cette carte. Bien sûr, attaque astucieuse demande de la compétence, demande de l'accès physique à certains éléments. On est en France, vous vous souvenez du malware Dridex, et puis on révoquera tout à l'heure la manipulation des personnes, encore une fois, avec l'idée que cet équipement malveillant, ce bout de fichier Word ou Excel de façon générale, s'installe et puis télécharge d'autres éléments qui vont venir infecter votre poste de travail, récupérer de l'information et faire une évasion d'informations vers des sites malveillants, ce qu'on constate de plus en plus d'ailleurs dans une grande partie des attaques. Ces attaques ne seraient pas possibles si elles n'exploitaient pas des vulnérabilités. Les vulnérabilités, les zero day en particulier, donc une espèce un petit peu nouvelle, je dirais, ou nouvelle dont
reparle peut-être aujourd'hui, ne serait-ce que par l'idée qu'on cherche à lutter contre ces vulnérabilités. Aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, avec de plus en plus une commercialisation de ces vulnérabilités. Vous vous souvenez de cette vulnérabilité qui s'est vendue près d'1 million de dollars sur le Darknet, une vulnérabilité dans un iOS, donc l'operating system des terminaux Apple. Donc on comprend bien l'enjeu quand on a des millions de terminaux dans la nature, quand on a découvert cette vulnérabilité, qu'on a peut-être plutôt envie de la vendre à des gens qui vont en faire un commerce, donc un usage très certainement malveillant, plutôt que de remonter vers le constructeur concerné pour faire état de cette vulnérabilité. Du coup, ce qu'on évoque ici, à travers ces vulnérabilités, ce que la réglementation a évoqué, sans rentrer dans ces détails de réglementation, c'est de voir que les Américains, en particulier, à travers les arrangements de Wassenaar, ont fait évoluer le contenu des arrangements de Wassenaar et fait apparaître que finalement, aujourd'hui, au-delà des outils qui permettent de réaliser des attaques informatiques, comme n'importe quelle autre arme de guerre, si je puis dire, que la découverte de vulnérabilité, la détention ou le commerce de vulnérabilité devient aussi quelque chose qui serait peut-être illégal si cet accord pouvait être transposé de façon beaucoup plus générale dans des droits nationaux ou internationaux. Et puis on voit l'évolution du bug bounty, où on a aujourd'hui des plateformes qui se mettent en œuvre. Il n'y a pas qu'aux États-Unis. Des gens ont lancé une plateforme il y a quelques jours en France sur ces sujets-là pour mettre en capacité l'industrie, tout à chacun peut-être, dans un contexte spécifique, réglementaire, tout du moins d'arrangement avec les tiers, de pouvoir favoriser l'appel au public dans la recherche de vulnérabilités sur des produits, sur des systèmes, dans certaines configurations, et donc de remonter vers les intéressés à dessein. Les cyberdiplomaties s'est invitée aussi depuis longtemps maintenant dans le paysage de la cybercriminalité. On l'a vu arriver, bien sûr, de façon assez marquante en 2013 avec les affaires APT1 chinoises, les affaires Snowden comme vous les connaissez. On ne va pas revenir dessus, mais on a vu que cette cyberdiplomatie arrive à un point où aujourd'hui on discute des fois en marge de certains événements. Je pense à la COP21 à Paris ces dernières semaines, où des diplomates russes et américains, chinois et américains discutent d'une logique de peut-on établir un pacte de non-agression entre nos deux pays, peut-on réglementer, réguler un petit peu les actes de cyberattaque, si je puis dire, si on peut les qualifier comme ça entre les deux pays, et attendons de voir, je dirais, nous dirions, de ce que donnera ce pacte de non-agression entre ces deux pays. Et puis on ne pouvait pas aborder le panorama de la cybercriminalité tout en rendant hommage, bien sûr, à ceux qui ont perdu des proches en 2015 dans les différentes actions d'attentats, sans évoquer le djihadisme qui utilise aujourd'hui l'Internet. Alors, c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, pour rentrer dans le détail, sans trop rentrer dans un niveau de détail trop fastidieux. C'est pas tant le fait de l'usage de l'Internet qui est aujourd'hui important de remarquer, c'est la façon dont ils utilisent l'outil, dont ils commercialisent leurs propres services sur Internet. On a entendu parler d'un centre de support djihadiste sur Internet. Et puis, au-delà de l'évolution de la façon dont ces gens utilisent l'Internet, le dark web même, pour être plus précis ici, c'est de voir que dans les réactions post-attentat, d'autres services que les services concernés de l'État se sont impliqués dans la lutte contre le cyber-djihadisme. Alors des services, c'est pas forcément des services, je pense à des groupes, des activistes comme les Anonymous ou affiliés qui se sont fait les chevaliers blancs et qui ont voulu mettre en œuvre une forme de vengeance organisée sur l'Internet pour répondre à ce qui s'était passé avec, de temps en temps, François pourra en parler plus longuement que moi, mais avec des effets de bord non négligeables dans le travail des forces de l'ordre, que d'ailleurs on souhaitait remercier avec Lazzaro et François, puisqu'ils nous ont accompagnés dans le cadre de ce panorama de la cybercriminalité d'ailleurs. Et puis j'évoquais les objets connectés. Ces objets qui sont de plus en plus massivement présents autour de nous, que nous voyons dans nos voitures. On a vu les démonstrations en 2015 de ce hack qui a été fait dans une logique de proof of concept par des journalistes américains, où ils ont pu prendre le contrôle d'une voiture dans des conditions qui restent bien sûr dans conditions dites de laboratoire, mais
qui ont permis de mettre en évidence qu'on était capable de prendre le contrôle d'un équipement. C'était une voiture. On verra demain quel type de prise de contrôle ils seront capables de faire. On a vu d'ailleurs aussi que l'État américain avait réagi d'ailleurs, l'État de Californie avait réagi d'ailleurs à ça pour légiférer sur l'idée qu'il faille dans une voiture automatique mettre peut-être une personne qui soit en capacité de reprendre le contrôle. Donc on voit qu'on apprend de nos erreurs, ils ont appris de leurs erreurs peut-être en allant peut-être un peu trop vite dans cette mise en œuvre. Et puis, puisqu'il faut parler des conséquences pour conclure sur cette présentation de notre panorama, les conséquences qu'on évoque ici, on a voulu revenir sur les conséquences de l'attaque. On pense en particulier à Target, sur les coûts financiers, sur l'impact sur l'entreprise, sur son positionnement, sur son image, les conséquences d'une attaque aussi dans la recherche de la responsabilité, dans la recherche de l'attaquant et dans la mise en œuvre de la démarche de l'entreprise pour éviter de se retrouver face à de nouvelles conséquences qui serait catastrophique pour son image de marque et puis bien sûr pour ses finances. Voilà, je pense que je dois arriver au terme de cette présentation. Je vous remercie de votre attention. L'ensemble du panorama est disponible d'ores et déjà sur le site du CLUSIF. N'hésitez pas à rejoindre le CLUSIF, son espace RSSI dédié à nos RSSI et aux groupes de travail du CLUSIF dont le panorama si vous souhaitez participer. Merci beaucoup. Merci au CLUSIF.